Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine Le Point. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un écrivain, avocat, secrétaire général de l'ULDC, l'Union des libéraux démocrates chrétiens. C'est un parti membre de la majorité présidentielle. Il s'agit de M. Guillaume Manjolo. Bienvenue, M. Guillaume Manjolo. Merci, M. Alain. Secrétaire général de l'ULDC. Mais on ne sent pas le parti sur terrain. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça dépend de méthodologie, M. Alain. Je sais qu'il y a énormément de folklore dans l'approche de la chose publique ou des discussions politiques ou de la visibilité politique. Mais il y a qui font un travail tout à fait de terrain, tout à fait différent, qui consiste à pouvoir approcher la population autrement, à faire ça en petit comité, à se réunir en très petit comité, mais avec l'impact réel dans les couches sociales. Nous sommes un parti chrétien, il y a énormément d'activités autour des églises, autour de certaines associations avec lesquelles nous sommes en harmonie, ce qui fait que, bon, c'est plutôt au terme des élections qu'on peut évaluer la situation. Voilà. Et l'impact dans le travail que vous faites, est-ce que l'impact est perspective? Bien sûr, si aujourd'hui vous faites les tours des universités, vous verrez très bien combien des membres du parti sont universitaires. Les jeunes gens affluent au parti. Depuis un certain temps, il faut dire aussi que depuis que j'ai pris la gestion du parti, notamment avec la communication que j'ai fait au niveau de la majorité présidentielle, il y a eu un attrait énorme de jeunes gens qui se retrouvent dans ce qu'on est en train de dire, dans l'option qu'on propose, dans la perspective qu'on dessine, de sorte que, bon, on est quelque part un peu assailli quasiment, mais par rapport à la grande visibilité au sens où la démonstration, en fait, si vous voulez, nous avons planifié un certain nombre d'activités. Vous verrez, il y aura très bientôt un forum sur la jeunesse et l'emploi, donc comment créer sa propre entreprise, parce que la RDC ne propose pas, au fait, les instances publiques à la suite des difficultés financières qui sont les nôtres. Les trésoriers sont complètement, ne sont pas en mesure de pouvoir formuler des grandes politiques d'emploi, et ce qui fait que, bon, individuellement, on peut penser à des mécanismes pour que les jeunes gens créent leur propre entreprise, et comment on le soutient, comment on avance avec eux. Et ça, c'est une innovation particulière de l'ULDC, qui est notre parti. Et nous sommes en train de travailler sur ce projet depuis presque un an. Et là, bientôt, il sera opérationnel. Ok, nous allons très vite aborder l'actualité. Vous avez certainement appris qu'il y aurait eu des tirs à l'IBT, plus précisément au siège de l'UDPS. Oui, je suis malheureux de constater qu'effectivement, nous sommes en train de vivre une vertigineuse dévaluation de ce qu'est l'UDPS, des valeurs de l'UDPS. L'UDPS, oui, c'est-à-dire que c'est quoi l'UDPS en général? Il y a un principe premier de l'UDPS, c'est la non-violence. C'est ça le principe. Donc c'est la valeur cardinale de l'UDPS, la non-violence. Alors qu'aujourd'hui, on constate que dans chaque activité, dans chaque acte, à la fois les mots sont très violents, mais sont accompagnés d'actes à la limite des barbaries. Bon, je n'ai pas encore des éléments, des réponses ou d'appréciation par rapport à ce qui s'est passé. Il y a eu un camion de la police qui était incendié, le siège de l'UDPS était encerclé par la police, et l'UDPS parle d'un montage pour perturber les préparatifs liés au rapatriement du corps du Sphinx de Limété. Êtes-vous d'avis qu'il y a un montage là? Écoute, c'est un peu trop facile, c'est-à-dire c'est un discours qui me paraît assez léger par rapport à la gravité de la situation. J'apprends qu'il y aurait eu des morts. Et ces morts-là, c'est peut-être des agents de l'ordre, donc la police, ce qui est grave. On ne peut pas réduire ça à un montage quelconque et tout ça. Et puis détruire le matériel de l'État. Bon, les gens sont en faction, c'est-à-dire que les policiers sont en faction pour une raison précise. Il faut garantir la sécurité. Nous sommes dans une activité qui va se passer très bientôt, c'est-à-dire les rapatriements du corps, et avec ce qu'on sait pour l'instant qui n'est pas encore finalisé, c'est-à-dire l'endroit où il sera enseveli. On ne sait pas si ça sera limité ou ailleurs. Il y a encore une discussion avec l'autorité municipale. Bon, maintenant, pour quelles raisons l'autorité municipale ou éventuellement la ville de Kinshasa ou l'État congolais aurait à aller perturber cette situation-là, commencer à brûler lui-même, auto-brûler lui-même? Ça n'a aucun intérêt. Et pour quelles raisons interpeller l'architecte belge? Non, c'est-à-dire que dans ce pays, les problèmes, j'ai vécu ça quand j'étais aux affaires étrangères, il y a énormément d'imperfections dans la gestion de l'immigration ou des gens qui viennent pour s'installer ici, les coopérants et autres. Et très souvent, vous voyez les gens circuler sans papier. Mais on ne se rend pas compte parce que le fait d'avoir une couleur blanche peut permettre de croire qu'effectivement, ils sont en ordre. Très souvent, ils ne sont pas en ordre. J'ai vécu un cas similaire au niveau des affaires étrangères. Quelqu'un qui a vécu pendant presque 12 ans, en RDC, c'était un coopérant. Les principes prévoient qu'on puisse avoir
2 mandats de 3 ans, c'est-à-dire 6 ans. Il avait déjà fait 12 ans, et par contre, il n'avait plus d'autorisation. Mais bon, il passait outre parce que dans les circuits de la DGM, il pouvait croiser XY et tout ça. Vous savez comment ça fonctionne. Exact. Acheter les consciences et continuer à résider en RDC illégalement. Alors que chez eux, on ne peut pas le faire. Bon, maintenant, je ne sais pas très bien avec cet architecte quelle est sa situation exacte. Je ne peux pas dire qu'il est dans la même situation. Mais encore faut-il vérifier. Donc je ne peux pas me permettre en termes... Vous savez, je suis chrétien et je suis juriste. Voilà. Mais ce qui dérange, c'est qu'on l'arrête ou on l'interpelle au moment où l'UDPS lui demande de construire le mausolée de Étienne Tshisekedi. C'est quand même louche. Bon, c'est-à-dire que sur ces points-là précis, par rapport à la construction du mausolée, il y a un problème sérieux. J'ai fait peut-être quelque chose qui vous faites peut-être pas sur votre plateau. Je vous ai amené la loi. Exact. Donc, la législation sur les funérailles et sépultures en RDC, qui date du 4 septembre 1909, qui parle de l'emplacement, où est-ce qu'on peut placer au fait les tombes et tout ça. Il est dit clairement, il y a un article qui prévoit qu'ils sont les cimetières, donc l'article 1er parle des cimetières, des endroits où on doit inhumer les gens. L'article 2 vous dit aucune inhumation ne pourra être effectuée hors l'endroit aussi déterminé, si ce n'est pour des motifs exceptionnels et moyennant autorisation du chef des postes. Pour motif exceptionnel. Très bien, on retient motif exceptionnel, très bien. Je pense que là on peut s'entendre. Voilà. Et puis, c'est assorti d'une précaution par rapport à ces motifs exceptionnels. La condition, c'est il ne peut être élevé aucune habitation à une distance inférieure à 50 mètres de l'endroit. Article 10. Donc, les cimetières, donc l'endroit où on va devoir ensevelir. 50 mètres. Donc, c'est-à-dire que si vous érigez à un endroit un mausolée ou n'importe quel caveau, il faut tenir compte du fait qu'il faut 50 mètres. C'est lié à l'aspect sanitaire, c'est lié aussi à la cosmogonie qui est la nôtre. Quels sont les rapports qu'on a avec les morts? C'est ça la dimension de tous les pays, en particulier les Bantous. Nous avons une démarche très particulière de la cosmogonie. Les rapports avec les morts, avec l'au-delà. Et par conséquent, il faut tenir compte de ça. Le fait que l'endroit qu'on propose de pouvoir ériger ces caveaux se trouve en milieu d'habitation et n'a pas la possibilité d'obtenir les 50 mètres de part et d'autre du caveau, ça pose un problème. Premier élément très important. Bon, maintenant, ajoutez-y autre chose encore. On vous dit qu'il faut, dans l'article 2 toujours, aucune inhumation ne pourra être effectuée hors l'endroit ainsi déterminé, si ce n'est pour des motifs exceptionnels et moyennant l'autorisation. Mais on a commencé à ériger sans autorisation. Ce qui fait que les fameux architectes est en train de participer à une infraction, puisqu'il aurait fallu, un architecte quand il arrive dans ces périmètres-là pour une activité de cette nature-là, il doit demander est-ce que vous avez les autorisations? Je suis architecte, je ne peux pas agir sans autorisation. Donc je ne vais pas commencer à construire... Et là, comment vous expliquez la démarche qu'a entrepris l'UDPS auprès de l'autorité urbaine? L'UDPS a écrit, ce n'est pas une autorisation? Non, non, et malheureusement, et ça tombe encore mal, voilà, il y a une accumulation comme ça d'infractions. La lettre de l'UDPS ne sollicite pas. J'ai une copie, parce que ça circule de toute façon, c'est un peu normal. La lettre qui est adressée à l'autorité municipale, c'est une information. On ne demande pas l'autorisation. Or, la loi nous dit à son article 2, il faut l'autorisation. Et l'UDPS nous dit, je n'ai pas besoin d'autorisation. Voyez-vous, c'est déjà une infraction. C'est-à-dire qu'il s'autorise, comme si c'était une autorité de droit divin, en disant, concerne l'inhumation de la dépouille du président Étienne Tshisekedi Wamulumba. Ce n'est pas concerne sollicitation de l'emplacement du caveau. Non, concerne l'inhumation. Et nous tenons à vous informer, c'est ça. Quand vous lancez ce type de correspondance en ces termes-là, ça prête à suspicion par rapport à votre comportement. Vous voulez quoi exactement? C'est créer un problème. Il aurait été intéressant, nécessaire, judicieux de dire, nous sollicitons pour ceci, pour cela, et vous donnez toutes les raisons. Alors, en ce moment-là, l'autorité municipale vous rencontre, discute avec vous, vous dit quels sont les principes qui gouvernent ces types de situations. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut circonvenir toutes les difficultés éventuelles par rapport à l'érection de ces caveaux. Mais Maître Manjolo, ils ont commencé ces démarches il y a très longtemps. Oui. Vous vous souvenez, ils ont même proposé 3 sites, oui. Mais le gouvernement a refusé catégoriquement. Oui. Et vous ne comprenez pas que cette lettre, ils l'ont écrite parce que trop c'est trop, on doit enterrer les sphinx, et puis finalement, on vous informe quand vous ne voulez pas réagir par rapport à notre demande. Monsieur Alain, alors à ce moment-là, si je vous comprends bien, ce que je disais tout à l'heure, la dévaluation des
des valeurs de l'UDPS est atteinte, a atteint son paroxysme. C'est-à-dire que les faits que vous écrivez, vous sollicitiez, qu'on ne vous donne pas gain de cause, puisque là, ils n'ont pas sollicité, ils ont imposé, ils n'ont pas sollicité. Il me semble qu'à un moment donné, et d'ailleurs c'est une activité d'ordre privé en ce qui concerne la famille, la famille avait accepté qu'on puisse l'enterrer au niveau de la cité, plutôt du cimetière de la Gombe. Souvenez-vous, c'était clôturé, bouclé. Mais ce sont quelques salafistes et extrémistes de l'UDPS qui se sont opposés, y compris contre la famille, alors que c'est d'abord une affaire familiale. Au-delà de la portée nationale et la dimension partisane, il y a d'abord le fait que c'est une activité d'abord familiale privée. Et à ce titre-là, ils ont refusé. On a proposé des sites, mais on a accordé un site qui était approprié. Vous savez, lorsqu'on est en politique et en pareille situation, en pareille période, il est nécessaire d'observer ce qu'on appelle les ajustements raisonnables. C'est-à-dire? C'est-à-dire que il faut tenter d'aller vers l'apaisement, faire des concessions en permanence. On ne perd rien en faisant des concessions. Dans la mesure où, peut-être d'ici une législature ou 2 législatures, on peut trouver une autre solution en disant, voilà, puisque c'est M. Tshisekedi a servi ce pays, d'une part, en tant que ministre de l'Intérieur, en tant qu'ambassadeur, en tant que Premier ministre, et par conséquent, nous devons penser, et d'ailleurs, moi, je suis de cet avis-là, ériger un panthéon pour nos héros et autres dignitaires qui ont servi ce pays pour de vrai. Il a servi ce pays à une dimension extraordinaire. Il a donné cette soif particulière à la jeunesse pour aller vers la démocratie. Cette lutte dont je parle ici, qui est aujourd'hui de nature de la non-violence, il faut discuter en permanence, il est revenu en disant il faut dialoguer. Ça, c'est son dernier acte. Il faut dialoguer. Il a accepté le dialogue, y compris avec les gens qui vilipendaient à un moment donné. Et donc, je pense que dès qu'on considère ces concepts qui me paraissent clés, dont je suis moi-même le concepteur, si vous permettez les termes, ajustement raisonnable, faire des concessions, avancer, dire que ce ne sont que des choses humaines. Par la suite, on pourrait modifier. Souvenez-vous, je pense que peut-être vous allez pouvoir avoir quelques éléments, une idée là-dessus. Jean Moulin, on l'avait enterré où? Quelque part, on ne sait pas où est-ce qu'il était. Mais lorsque De Gaulle a pris le pouvoir, à un moment donné, c'est Malraux qui a fait l'oraison funèbre, on a pris les restes de Jean Moulin pour les amener au Panthéon. Les plus grands résistants de tous les résistants, c'était Jean Moulin, qui a été complètement écartelé par les nazis et qui est un héros national français. Mais il n'a pas été enterré au Panthéon. Il a été d'abord enterré quelque part, et on l'a récupéré par la suite, on l'a réhabilité en lui donnant toute cette portée-là. On peut y penser. Ce qu'on a besoin pour l'instant, c'est l'accalmie, la paix, l'apaisement dans la société congolaise. On a trop de difficultés, trop de souffrances. N'y ajoutons pas un surplus. Et si on constate qu'il y a une sorte de 2 poids 2 mesures, parce que je prends le cas de l'université Cardinal Maloula, il y a l'initiateur qui a enterré sur place, mais là on n'a pas respecté les 50 mètres. Mais pourquoi on exige pour l'inhumation d'Étienne Tshisekedi? Nous sommes dans un pays où la corruption et la rupture des bons comportements par rapport aux règles a atteint son paroxysme aussi. Je vous explique. Les rapports qu'on a avec les Vatican, en parlant de Maloula, font qu'on a des conventions spécifiques par rapport aux endroits éventuellement qu'on peut enterrer les cardinaux et autres évêques. Très bien. Mais lorsque on vous donne cette concession-là, il faut que les respects des règles, notamment des 50-50, soient observés. Mais il faut dire que très souvent, il se passe quoi? Même dans nos cimetières aujourd'hui, regardez, vous allez voir qu'il y a un empiètement sur l'espace qu'occupent les cimetières. Les gens construisent sur les cimetières et ils ont des actes donnés par les cadastres. Donc ça pose un problème. C'est la corruption qui... Le gouvernement ne fait rien. Oui, mais pourquoi vous voulez aujourd'hui juste commencer à mettre de l'ordre à partir des obsèques de Tshisekedi? C'est un problème. Non, c'est-à-dire que lorsque vous demandez et qu'on vous explique que préalablement, tous ceux qui avaient demandé étaient dans ces conditions-là, mais par la suite, les gens sont venus pouvoir s'installer, s'y ajouter, c'est tout à fait différent. Mais lorsque vous imposez en disant « je vais le faire », dites-vous bien, entre 2 maisons alimentées, entre 2 maisons, il ne s'agit pas d'un espace vide dans un quartier. Entre 2 maisons, il y a l'aspect sanitaire que j'ai évoqué ici, il y a l'aspect de la cosmogonie, monsieur Alain. Dites-vous bien que les gens dans le quartier à qui vous imposez ça, parce que vous soutenez une personnalité très importante, c'est très célèbre bien entendu, mais ça joue aussi sur la psychologie de la population. Est-ce qu'on va vivre à côté des morts? Matin, midi, soir. Qu'est-ce qu'on a fait pour vivre, mériter ça?
C'était une personnalité célèbre, il a servi la République, on peut le placer ailleurs, mais en attendant qu'on le place d'abord dans un endroit convenable en regard des lois. M. Tshisekedi a voulu qu'on respecte la loi, les droits en permanence. C'est un homme de droit. Aujourd'hui, on va dénaturer son combat en lui érigeant par force un caveau à un endroit qui est complètement illégal au motif qu'il y a telle jurisprudence et tout ça dont on n'a même pas vérifié les contenus et la substance. Ça pose un problème. Monsieur Manjolo, si l'UDPS aujourd'hui souhaite assez que son président puisse être enterré au siège, c'est parce que vous avez refusé, je parle vous parce que vous êtes au gouvernement, vous avez refusé qu'il soit enterré au Palais du Peuple, à la place Pongabui et au Palais de la, comment on dit là, au Palais de la Justice. Est-ce que ces lieux ne remplissaient pas les conditions que vous avez énumérées là? Non, c'est-à-dire qu'il y a une confusion par rapport à l'aspect des funérailles au niveau de ce que vous dites. La convention avait été passée. Après avoir évalué tous ces sites-là, on a expliqué à la famille qu'il y a l'autorité absolue, non discutable, c'est-à-dire sur les corps de M. Tshisekedi. C'est la famille d'abord, pas les partis. Les partis, c'est une association sur les activités politiques et tout ça. Ça n'empiète pas dans les cadres privés familiales. Exact. Il n'y a que la famille qui a cette autorité-là. Il y a Madame Marthe, Maman Marthe et ses enfants qui sont les tout premiers qui doivent donner une position. Ils ont donné leur position en acceptant les sites du cimetière de la Gombe. Alors, puisque nous acceptons cette particulière irruption des certitudes effrayantes, qui considère que celui qui est extrémiste, parce qu'il vous menace, il menace y compris la famille, il peut obtenir gain de cause. Ici, en l'espèce, je parle des combattants extrémistes, parce qu'il y a des combattants qui ne sont pas extrémistes. La majorité de combattants que je connais au Kasaï, un peu partout sur la République, à l'étranger, ne sont pas extrémistes. Vous avez comme ça une frange d'irréductibles, complètement dans une hallucination particulière, qui estime qu'ils doivent faire la loi dans la République, y compris contre la famille du DQS. Ça pose un problème. Donc vous allez dire à Madame Marthe, à Maman Marthe, n'enterrez pas votre mari à tel endroit parce que nous avons décidé que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Qui êtes-vous? Compte tenu de la grandeur de la personne. Oui, mais la grandeur de la personne par rapport à la dimension privée familiale, qu'est-ce qui est au-dessus? C'est d'abord la famille, l'intimité familiale, la souffrance familiale. Ces gens-là vont dire ça, vont braver la loi et tout ça, mais in fine, qui en souffre? Qui a perdu un membre de famille pour de vrai? C'est pas eux. Famille politique, d'accord, mais famille biologique, nature, d'abord. C'est ce qui fixe la loi, après tout. Je ne vois pas dans notre constitution, dans nos règles des droits, une place prépondérante pour un groupe de gens qui doit prendre en charge les corps de quelqu'un, y compris l'État s'efface. L'État qui a autorité, le protocole d'État organise les obsèques des gens célèbres, mais si la famille dit pas comme ça, lorsque la famille, en parlant des Mitterrand, puisque nous avons la même règle, en disant qu'il ne sera pas enterré à tel endroit, il va partir à tel endroit. Mais l'État français s'est plié, parce que c'est la famille qui doit décider d'abord, doit donner son accord, si on fait ceci ou on fait cela. Mais en RDC, ce sera complètement différent. C'est-à-dire que, sur base d'une autorité de la rue... La famille a rejoint la position du parti. Je ne sais pas comment ça s'est passé, sincèrement, et c'est malheureux par rapport à ça. Parce que ce qui prime, c'est les repos du corps. Ce n'est pas toutes ces négociations qu'il y a autour, c'est les repos du corps. Et je l'ai dit, je répète une fois de plus, ces pays méritent qu'on puisse ériger un panthéon qu'on appellera, dans nos termes, avec nos propres langues, où on devra placer nos héros, nos dignitaires qui ont mérité. Et j'insiste, tout le monde n'a pas mérité. Certains ont mérité. Certains se sont rattrapés assez rapidement et ont mérité. Et c'est l'exemple particulier de M. Tshisekedi qui a participé à une dictature sanguinaire puissante, s'est affranchi et l'a combattu. Et ce combat-là est noble et respectable et mérite quand même qu'on puisse l'ériger en quelqu'un d'important pour ces pays. Mais dans la même dimension, j'ai dit ici que la dévaluation des valeurs n'est pas les principes directeurs de l'UDPS et surtout pas de M. Tshisekedi. C'est-à-dire, les règles doivent être appliquées. Or, aujourd'hui, ceux qui font les règles, ce sont les extrémistes d'une frange. C'est une petite portion qui tape sur tout le monde. On a tapé sur M. Moutamba. Vous souvenez-vous? Alexis Moutamba, qui est un ancien. Là. Secrétaire général. Toute personne qui va dire bonjour
à M. Tchibala est attaqué. M. Doridumbi, avec qui j'ai débattu plusieurs fois sur le plateau, au motif, qui est membre puissant de l'UDPS, a été attaqué aussi, au motif qu'il a parlé avec... Vous voyez, on a érigé comme ça des règles de non-droit qui sont devenues la référence. Et alors, on est sur le plateau de télévision pour se référer à ces règles-là, qui sont les non-règles. Ça pose un problème de conscience et d'organisation de la société. Ce que vous me dites aujourd'hui, c'est simplement de considérer que la RDC, comme disait Hobbes, est en train de sombrer tout doucement. Une frange de la RDC, de la population congolaise, dans l'état de nature. C'est pas bien. Pas d'accord aujourd'hui. Il y a toujours un désaccord. La famille souhaite à Sékou maintient le rapatriement du corps le 12, donc vendredi, et le lieu de sépulture ne répond pas aux conditions. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est ce qui doit se passer, ou ce qui est recommandé en cette particulière occurrence. C'est quoi? C'est que la famille, pas tous ceux qui on ne tend pas un bras de fer. Non, ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Il faut ramener l'apaisement. Il faut ramener l'apaisement. Comment? Si jamais l'option n'est pas celle à laquelle nous pensons, qui est déjà pilotée à partir de Bruxelles pour profiter du corps du patriarche comme motif de soulèvement et d'insurrection pour prendre le pouvoir autrement, alors il est recommandé qu'on puisse parler calmement avec l'autorité municipale, qu'on trouve un lieu même temporaire, qu'on puisse d'abord abriter les corps, qu'on lui permette de se reposer et qu'on déplace dans le futur à un autre endroit qui sera convenable lorsque les tensions auront baissé. Exact. Ça me paraît tout à fait utile en ce moment-ci. On ne perd rien. Un mausolée de cette nature-là mérite quand même qu'on puisse faire des cérémonies, un protocole particulier, qu'on organise ça, que les historiens viennent, qu'on nous apporte une dimension traditionnelle, nationale et tout ça. C'est pas l'histoire d'un parti politique, c'est l'histoire du pays. Ça ne peut pas être privatisé un parti politique, à part la famille qui peut s'en saisir pour dire voilà, nous on privatise. Mais un parti politique ne peut pas. Il n'a pas droit. Il n'y a aucun texte de loi. Est-ce que interdire aussi aux compagnies aériennes d'embarquer le corps serait une solution? Non, mais qui a interdit? C'est ce qui s'est lit dans les réseaux sociaux. Mais la majorité présidentielle ou le gouvernement aurait interdit aux compagnies aériennes d'embarquer le corps de Tshisekedi. Vous pensez sincèrement que ça se passe comme ça? C'est faux donc. Mais c'est archi faux que la RDC a l'autorité de pouvoir dire à telle compagnie ne faites pas ceci, faites pas cela. Parce que vous n'aurez pas l'autorisation d'atterrir. Bah non, ça ne se passe pas comme ça. Mais on est dans des considérations fallacieuses, dans les ragots en permanence dans ce pays. J'ai vu quelques images qu'on m'a envoyées de Bruxelles par des amis qui sont là-bas en disant voilà ce qu'avait fait votre gouvernement sur les boulevards du 30 juin avec un convoi de véhicules, des bras coupés, des chutes, tout ça, en train de traîner dans les... Attendez, ça n'existait pas. C'est des montages grossiers. Il s'agit d'une affaire sérieuse. Il s'agit de pouvoir enterrer un fils de la République, un vieux de la démocratie, et un père qui nous a donné la lumière par rapport à un certain comportement vis-à-vis de la République et de la loi, et comment est-ce qu'il faut respecter la loi. Et comme par hasard, ça deviendrait une histoire de chantage de cette nature-là. Non, on est dans l'excès absolu. Il faut s'apaiser, ramener la discussion à la réalité. La loi permet-elle? Non, elle ne permet pas pour cet endroit-là. Quel est l'endroit qui est propice en ces circonstances qu'on puisse l'abriter d'abord? J'insiste sur les d'abord. C'est ça la concession qui serait utile de la part de tous ceux qui estiment qu'effectivement, ce n'est pas le bon endroit. Très bien. Mais faites une petite concession qu'on trouve un endroit temporaire. Et par la suite, on verra comment est-ce qu'on pourra ériger un mausolée à la hauteur du personnage. Je pense que la bonne direction, c'est celle-là. On ne peut pas dire on doit absolument enfreindre les lois parce que. Non, c'est pas bon. C'est tout ce qu'on a en fait. Ce qui régente, qui fait qu'on puisse s'asseoir ici et discuter, ce sont les règles. Dès qu'on met de côté une règle, une deuxième, une troisième, c'est l'état de nature. C'est la sauvagerie absolue. Personne. Vous voyez ce qui se passe actuellement chez moi, à Luisa, exact, où les gens se coupent les têtes matin, midi, soir. C'est devenu normal pour eux, parce que la loi a quitté les lieux. Et il faut maintenant ramener la loi à cet endroit-là, l'imposer, y compris par la force, même par la grande force, de sorte à ce que les gens comprennent. On ne peut pas se permettre de pouvoir se ramener à la sauvagerie à l'heure actuelle. Et selon Maître Manjolo, qui est derrière tout cet extrémisme? Je disais ceci, la ligne conductrice de cette opération ici nous démontre, mais de manière claire, qu'on a empêché la famille de faire son travail normalement parce que
il y a les gens qui ont mis ça dans leur dispositif de l'insurrection. Et ça, comme on sait que c'est très sensible, c'est quasiment épidermique, c'est un atout majeur pour déclencher l'insurrection. Cette fameuse insurrection qu'on n'a pas pu obtenir avec les cartons jaunes et les cartons rouges en décembre, cette fameuse insurrection qu'on n'a pas pu obtenir à l'occasion de la fameuse marche qui a fait pchit pour aller défenestrer Joseph Kabila. Vous évoquez la marche ratée du 10 avril. Du 10 avril, pour aller défenestrer Kabila, puisque c'était à marcher sur les palais de la nation, en reprenant un jargon ancien plutôt de la Révolution, d'aller sur Bastille. Voilà, c'était ça, prendre la Bastille, donc prendre les palais de la nation, c'était ça l'objectif. Ça n'a pas marché, alors reste la carte majeure aujourd'hui, la sensibilité du rapatriement du corps du patriarche. Voilà une opportunité majeure, mais c'est un calcul macabre qui ne fera pas ce qu'ils estiment pouvoir obtenir. Ils ne vont pas l'obtenir. Et c'est malheureux qu'une série de personnes, à partir de Bruxelles, voulant obtenir le pouvoir par la force, tentent tout, y compris les choses qui n'ont aucune morale. Vous faites allusion à qui? J'ai fait allusion à personne, ceux qui sont en train de donner des oukases à partir de Bruxelles, comprenons pourquoi. Lorsqu'ils ont fait leur conclave de la honte. Vous ne trouvez pas que parmi ces personnes, l'opinion comprend de qui il s'agit, mais aujourd'hui, si cette personne-là retournait libre ici au Congo, vous allez le contrôler? Le fait qu'il soit en exil forcé à l'extérieur du pays, ça pose problème, non? La Cinco a publié son rapport. Bon, le rapport de la Cinco a été publié. Et dans ce rapport, la Cinco préconise le retour en homme libre de Moïse Katumbi. Mais apparemment, ça dérange la majorité. Pourquoi? Mais pas du tout. Pourquoi ça dérangerait? Moi, j'ai même pas un problème par rapport à ça. Je vous explique. On a vu les réactions de la majorité par rapport à ça. Il y a même des cadres qui ont presque insulté les évêques. Non, je pense que l'excès n'est pas recommandé. J'aime pas l'excès. Je préfère qu'on discute en personne civilisée avec les mots, qui soient des mots de nature à apaiser et à dire ce qui se passe exactement. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement, monsieur Alain? Allez-y. Il s'avère simplement que les évêques ont peut-être à un moment donné failli. Et pourquoi? Je vais en venir. Oui. Commençons par les débuts. Lorsqu'on commence l'activité de la Cité de l'Union africaine, les évêques sont là. Et comme par hasard, ils quittent pour aller... manque d'inclusivité. Oui. Non, mais ils quittent. Et quand ils ont quitté, ils sont partis où? Ils sont partis à Limete. Ils ont même participé au conclave de Limete, n'est-ce pas? Exact. C'est un acte déjà partisan. C'est un acte partisan. Donc ça signale déjà quelque chose qui est pas acceptable. Donc la partialité est rompue. Bien. Donc, non, l'impartialité est rompue plutôt. Finalement, Joseph Kabila part du principe que, puisque tout le monde parle qu'il faut élargir, non, l'exclusivité était là, tous les partis politiques étaient représentés, plusieurs branches, non, je pense que l'élargissement, quasiment une bonne partie de la classe politique n'avait pas accepté certaines conditions et tout ça. On peut comprendre, ça peut être légitime. Et tout ce qui est légitime, tout ce qui est frustration, il faut le gérer avec précaution. Et il a géré ça avec précaution en sollicitant les évêques comme facilitateurs. Alors, il a mis en place un contrat de mandat entre lui et les évêques. Lui, les mandants, et les évêques, les mandataires. En disant, allez consulter tout ce monde-là, réunissez-les autour d'une table, facilitez qu'ils discutent, et ramenez-moi les rapports. C'était ça la mission. Ils sont partis, ils ont fait leur travail. Au terme du travail, ils ont déposé les rapports. En déposant les rapports, ils sont arbitres. Avez-vous déjà vu un arbitre des matchs de football faire des commentaires sur les matchs? Ben non, il ne peut pas faire le commentaire sur le match. Il arbitre les matchs, il finit, il part. Peu importe ses sentiments. Dès lors qu'il fait un commentaire, peu importe lequel, il n'est plus arbitre. Donc, il est partisan. Alors, après avoir fait ce travail, ils ont rendu le tablier et ils ont expliqué une chose, belle et hallucinante à la fois. Ils disent... Nous sommes partis dans cette discussion, on est déçus par les hommes politiques congolais, toutes tendances confondues, de constater que la souffrance de la population ne les intéresse pas, que l'objectif visé d'aller aux élections ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est le partage des postes. Exact. Ils n'ont pas dit c'est X ou Y, dit
tout le monde. Ceux qui avaient pour phare d'Alexandrie, en arrivant avec leur projet de régime spécial, disaient les élections now, maintenant, où on explose tout. Et aujourd'hui, ils n'en parlaient plus. Ils ne parlent plus que de 2 postes. C'est-à-dire que toute cette prétention particulière de pouvoir ériger un état de droit à travers les élections est portée, disparue, évacuée au profit de 2 postes. Donc finalement, les évêques disent, voilà, nous on rend les tabliers, ça s'arrête là, on se lave les mains, on est parti. Les Ponce Pilate. Ok, bon, on comprend. Et comme par hasard, il y a un rapport qui sort sur l'histoire de M. Katumbi. Je dis, mais il faut faire la part des choses. M. Katumbi est confronté à 2 situations. Il y a une situation qu'on peut classifier d'ordre politique, qui mérite qu'on puisse regarder, voir si effectivement on peut le poursuivre là-dedans ou pas. Pour décrisper, cette histoire doit être prise en main. C'est-à-dire l'histoire des mercenaires. Exact. Bien. Maintenant, il y a un autre dossier de M. Katumbi en ce qui concerne l'activité privée portant sur une maison, activité dans laquelle il aurait été, ou procédure dans laquelle il aurait été condamné par défaut, parce qu'il ne s'est pas présenté devant ses juges. Il y a des procédures qui sont en cours. Nous avons une séparation de pouvoir. L'autorité judiciaire est en train de faire son travail. Mais l'affaire aussi a été confiée à la Cinco pendant les discussions. Oui, mais souvenez-vous, qu'est-ce qui a été dit à la Cinco? Que pour les cas dont les jugements auraient été prononcés, on devrait instituer 3 magistrats, 3 hauts magistrats, pour évaluer la situation. Les évêques ont-ils l'autorité de pouvoir évaluer un jugement? Non. Mais dans ce rapport, c'est clair, les magistrats ont aussi mené des enquêtes. Les magistrats ont mené des enquêtes? C'est dans ce rapport. Ah non. Non, les magistrats avaient été institués pour faire ces rapports-là. Ce n'est pas les magistrats qui ont fait les rapports. Les magistrats devaient se saisir de tous les cas et donner les rapports officiels à qui des droits. Ce n'est pas aux évêques. Ils ont terminé leur mission. C'est ça le problème. Mais le problème, c'est que pendant les discussions directes, la question de Moïse Katumbi était confiée aux évêques. Oui, mais était confiée pour pouvoir parler de l'aspect politique et l'aspect judiciaire, l'aspect politique, c'est-à-dire la branche ou les corollaires politiques mercenaires. Oui, on en parle. S'il faut l'évacuer, on l'évacue, on tait les poursuites par rapport à ça. Mais par contre, là où il y a déjà un jugement prononcé, il appartenait aux magistrats, à 3 hauts magistrats, s'en saisir, d'évaluer les raisonnements juridiques qui auraient été posés sur ces activités-là, d'évaluer les pièces du dossier pour dire si effectivement monsieur est coupable ou n'est pas coupable. C'est ça, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Quel est ce magistrat qui a fait ces rapports en disant, voilà, j'estime que le jugement n'est pas correct et qu'il faut qu'on puisse revoir ce jugement-là? Personne ne l'a fait. Bon, maintenant, ce qui est pire, c'est quoi? Les rapports étaient destinés à qui? Les rapports étaient destinés au chef de l'État, qui est le mandant. C'est lui qui a donné mission de facilitation à la Cinco. Comment ça se fait que M. Katumbi se trouve avec les rapports en main? Par quelle magie? C'est lui le concerné. Ah ben voilà. C'est lui le concerné. Voyez-vous le problème? Il se situe là. C'est-à-dire que quelqu'un pour qui on a demandé de pouvoir faire une action, l'action doit être remise au fait, les pièces, l'acte en question constitué doit être remis entre les mains du chef de l'État, mais on lui réserve copie. Ça n'existait pas. Cette procédure n'existait pas. Ça n'existait pas. On n'est pas dans un jugement où les parties au jugement doivent avoir les pièces de part et d'autre. Ce n'est pas ça. On est dans une démarche politique selon de facilitation. Mancholo, le rapport était destiné au chef de l'État et à lui seul. Monsieur Alain, pas selon Maître Manjolo, selon les principes établis par les chefs de l'État vis-à-vis de ces facilitateurs de la Cinco, il fallait lui remettre les rapports à lui tout seul. Souvenez-vous de votre fameuse lettre. Qu'est-ce qui a été dit par rapport à cette lettre? La lettre est restée fermée parce qu'elle était destinée au chef de l'État et à personne d'autre. On ne pouvait pas l'ouvrir. C'est un des prêtres qui a dit ça. Comme par hasard, cette fameuse lettre fermée qu'on ne pouvait pas ouvrir. Alors qu'il y avait des intéressés par rapport à cette lettre-là. Il fallait aussi leur donner la copie. Pourquoi est-ce qu'on ne leur a pas donné la copie? La lettre testament nommant XY au poste du Premier ministre. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dispatché à d'autres personnes? On l'a réservé au chef de l'État, rien qu'à lui. Comment ça se fait? Et comme par hasard, un rapport de la même nature est donné à celui qui est concerné, à l'accusé, en disant « Oui, mais votre cas on est en train de traiter, mais on vous informe quand même tout ce qu'on a dit là-dedans. » Comme ça, il va s'assurer, effectivement, c'est ce qui a été dit. Qu'est-ce que vous insinuez? Ce que j'insinue, non, je n'insinue pas, je le dis ouvertement. Ce que j'insinue, c'est que
il y a des recommandations particulières venant de celui qui avait besoin d'avoir ces rapports-là en des termes particuliers pour s'en prévaloir sur la place publique, dire voilà, vous voyez, c'est vide, il n'y a rien, ça me concerne, voilà, on a fait des opérations contre moi, et d'ailleurs on les dit, c'est là-dedans. C'est pas bon. Lorsqu'on a envie d'être un homme d'État, quand on vise ce niveau-là, ce type de comportements, ce sont des comportements d'une vulgarité absolue qui sont réservés à des gens qui sont dans les milieux où on parle argent, on parle ceci, on parle cela et tout ça, mais on ne parle pas politique. La politique, c'est noble, surtout lorsqu'on a des prétentions d'atteindre ce niveau-là, c'est noble. C'est pour ça, vous voyez, je ne me permets jamais d'insulter qui que ce soit sur un plateau, opposition ou majorité. Vous ne m'entendrez jamais insulter Félix Tchilobo, jamais. J'ai du respect parce que demain, c'est un des cadres importants de cette République qui peut se trouver chef de l'État. Voyez-vous, lorsqu'on se met, et d'ailleurs quand on a des ambitions d'être chef de l'État, on ne doit pas attaquer celui qui est en place avec des arguments aussi bas. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est pas recommandé en politique. Hier encore, on voyait Valls face à Macron, en train de les rabrouer en plein Parlement. Aujourd'hui, il est derrière lui. Il est chef de l'État aujourd'hui. Voyez-vous, il faut se réserver en politique. Votre célébrité d'un moment peut disparaître le jour d'après. La politique est très particulière. Aujourd'hui, les Congolais sont très éveillés. Ne croyez pas que parce que vous êtes célèbre dans les folklores et que les gens viennent applaudir, les badauds qui n'ont pas d'activité, parce qu'ils sont curieux de voir ce qui se passe et tout ça, ça vous donne une autorité de gestion. Ce n'est pas vrai du tout. Un jour, monsieur Alain, prenez la peine de mettre face à face ceux qui prétendent être des grands hommes politiques. Posez-leur la question. Leurs compétences réelles dans la gestion de la République, est-ce qu'ils ont fait exactement lorsqu'ils étaient aux responsabilités? Pour la plupart d'entre eux, vous verrez quel vide il y a dans ce qu'ils pensent. Donc la décrispation pose problème jusque-là, parce que par rapport à la fameuse liste emblématique, il n'y a pratiquement pas la moitié qui ont bénéficié de cette décrispation. C'est un faux problème. On est on est en train de pouvoir en fait créer une sorte de nébuleuse pour aller dans cette confusion particulière et créer l'insurrection. Mais comment aller vers les élections avec un climat comme ça? Non, mais le climat est créé par qui? Par ceux qui ne veulent pas aller aux élections. Avez-vous vu les célébrités du rassemblement El plutôt Katumbi, puisque c'est l'El Katumbi, l'El Katumbi être sur le terrain en train de pouvoir mobiliser les populations pour aller à l'enrôlement? Vous les avez vus? Ben non, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Faites les tours. Peut-être vous avez des moyens, des moyens de l'État pour médiatiser, eux non, raison pour laquelle ils ne font pas. Ah oui, mais vous avez dit tout à l'heure que mon parti politique, on ne le voyait pas. Et en vertu de quoi vous dites maintenant que j'ai les moyens pour pouvoir le faire? On parle de la majorité. Mais non, la majorité a plusieurs partis politiques et tout ça. Il y en a qui sont partis du gouvernement, ceux qui ne sont pas au gouvernement. Nous, on n'est pas au gouvernement aujourd'hui. On n'est pas au gouvernement. Mais en même temps, M. Katumbi dispose d'un panel de possibilités inégalé par d'autres personnes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il se doit à gauche, à droite, tout le monde est soumis à son autorité. Quand il prend une décision à partir de Bruxelles, tout le monde doit s'exécuter parce que sinon il coupe les finances. Tout le monde le sait. Donc il se doit même les capitales occidentales. Mais les lobbying en Occident est ouvert. Quand on est à Bruxelles, les bureaux de lobbying sont là. Regardez le nombre des résolutions qu'on a eues de l'Union européenne. C'est connu. Écoutez, j'ai passé toute ma vie en Europe. Vous savez comment ça se passe. Les lobbying, c'est ouvert, c'est officiel. Donc vous et moi, on décide en disant, voilà, on a besoin de pouvoir construire Katende, on a besoin que tel député au niveau du Parlement européen puisse nous soutenir. Et on fait comment? On se poudre avec un 500 000 $ et tout ça, il va parler pour nous, il va insister, il va devoir choisir son groupe à lui pour soutenir, avoir des financements. C'est officiel. Est-ce que le fait que mon Katumbi se doit ces capitales occidentales, c'est bon ou c'est mauvais? Il suit un objectif qui est le sien, mais en même temps, s'il suit juste l'objectif de pouvoir faire prévaloir les intérêts de la République, pas ses intérêts propres. Et vous savez, ce qui est difficile, c'est de faire entrer l'étranger dans les affaires intérieures lorsqu'on est encore en discussion entre nous. Ça, c'est pas bon. Mais par contre, si la démarche de M. Katumbi consiste à pouvoir dire venez en RDC, investir, faites ceci, faites cela, aidez-nous à pouvoir organiser les règles des droits par la suite et tout ça, je suis d'accord avec lui. Mais lorsque vous poussez des pays étrangers à prendre des résolutions d'une méchanceté absolue contre votre gouvernement parce que vous voulez prendre la place, y compris par des moyens non orthodoxes, je pense que ce n'est pas grand. C'est même très petit. C'est très petit. J'ai eu beaucoup de respect pour lui, et j'ai encore du respect pour lui jusqu'à aujourd'hui, mais je pense qu'il doit se ressaisir. On l'amène dans la mauvaise direction. Cette direction-là, au jour d'aujourd'hui, parce qu'il ne pourra pas gouverner, si jamais il avait l'opportunité de revenir au pays, il doit considérer qu'effectivement, il y a
les présidents africains, les chefs d'État et de gouvernement africains, il y a une décision qui a été prise par la SADC, M. Alain, au sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADC à Bambané. Après que M. Félix Tshilombo a été voir M. Zuma. Les chefs d'État et de gouvernement de la SADC ont décidé que l'opposition, les rassemblements avaient intérêt à présenter 3 candidats. Cette décision-là n'est pas valable pour les rassemblements El Katumbi. Parce que l'accord ne disait pas ça. Non. Mais tout ce qui vient de l'Europe est valable pour eux, pas ce qui vient de l'Afrique. Vous allez gérer ces pays avec les Européens. Vous avez une vision très limitée de la période précoloniale, c'est-à-dire ou après la colonisation. Il faut revenir aux fondamentaux. Au jour d'aujourd'hui, monsieur Alain, je clôture là-dessus. Oui, allez-y. Notre sécurité dépend fondamentalement de la SADC. Si vous n'êtes pas avec la SADC, la France, la Belgique et tous les autres ne pourront jamais intervenir ici en RDC. On a eu ça. On a eu tellement de morts et de souffrances. La SADC a sauvé notre unité. Au jour d'aujourd'hui, la brigade d'intervention qui est au sein de la MONUSCO, c'est la SADC. Malawi, Tanzanie, Afrique du Sud. Si vous ne tenez pas compte de ces éléments-là majeurs dans la gestion de la République, c'est que vous n'avez rien compris du tout. Ne pensez pas que le fait d'avoir de l'argent, être célèbre dans les salons et à Bruxelles, ça vous autorise à pouvoir penser que les pays vous appartiennent. Ces pays appartiennent d'abord aux Congolais et en synergie avec la région. Exact. Donc c'est petit pour Moïse Katumbi de soudoyer les capitales occidentales pour ses propres intérêts. Exactement. Et comment vous justifiez alors ces contacts que votre autorité morale a eus pour soudoyer aussi, pour des contacts avec des lobbies israéliens pour maintenir le chef de l'État au pouvoir? Non. Parce que ça s'est dit. Hein? Non. Déjà, là, c'est bon, mais pour Moïse, c'est mauvais. Non, je pense que vous appréhendez les problèmes par les mauvais manches. Comment je vous explique. Allez-y. Lorsque Obama est arrivé, l'Angola a payé 10 millions de dollars à un cabinet de lobbying. C'est connu par tout le monde. C'est officiel, c'est pas caché. 10 millions de dollars pour voir Obama négocier certaines choses par rapport à son pays. Nous sommes dans une période transitoire particulière. Au motif que nous allons passer dans l'alternance, les pays ne doivent plus fonctionner. Si, les pays continuent à fonctionner. Nous avons intérêt à pouvoir placer nos pions aux endroits les plus stratégiques par rapport aux intérêts de la République. On a une circulation de l'uranium, notamment qui vient de la RDC, dont les États-Unis nous regardent pour dire comment ça se passe là. Nous avons intérêt à ce qu'un certain nombre d'actes au plan sécuritaire entre Israël, les États-Unis et l'Europe soient maîtrisés. Et pour cela, il faut qu'une option soit levée à Washington. Sécuritaire, levée à Washington. Il faut convaincre ces gens-là pour pouvoir le faire. Et ça s'appelle le lobbying officiel pour l'intérêt de la RDC. Pas Joseph Kabila. Il est président depuis 10 ans. Qu'est-ce qu'il a besoin de devenir président puisqu'il est président déjà? Il n'a pas soudoyé pour devenir président, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a même aucun sens. Il vous dit allons aux élections, allez-y aux élections. Mais les soucis de la République, je viens de dire ici, je fais la part des choses entre tout ce malfrat que se trouve dans notre camp politique, qui existe bel et bien, qui sont poursuivis et qui sont listés par M. Luzo. Ça existe chez nous, je le dis. Il n'y a pas un manichéisme de ma part en disant il y a des mauvais, il y a des bons. Non. Un imbécile de la majorité reste un imbécile, au même titre qu'un idiot de l'opposition reste un idiot. Ça ne change pas. Ces titres ne changent pas en fonction du curseur. Non. Que les curseurs passent de la majorité vers l'opposition, l'idiot reste l'idiot dans tous les deux camps. S'il a été idiot chez nous, il sera idiot de l'autre côté, vice-versa. Donc ce qui est dit ici, c'est que le chef de l'État a estimé nécessaire que cette période particulière où il y a une mutation terrible au niveau international et l'impact à la fois sur le terrorisme, sur la sécurité, nécessite que l'œil des États-Unis soit favorable sur la RDC. Et par conséquent, on fait comment? Il faut approcher ceux qui dirigent ce monde. Avec plus de 500 millions de dollars américains. Non, on a parlé de 5 millions. Vous savez, c'est 500 millions? Un demi-milliard? Non. Vous voyez, on est dans l'excès. Ok, on va chuter parce que le temps nous imparti touche à sa fin. Le dimanche dernier, on a assisté à l'élection de Emmanuel Macron en France. Quelles leçons nous on peut tirer ici en République démocratique du Congo? Mais la première leçon, Monsieur Alain, c'est la compétence. Ce pays a un sérieux souci de compétence. Les gens s'érigent en potentats, en célébrités, sur base des moyens financiers, sur base de la célébrité de la rue.
Macron vous a démontré qu'à partir de la compétence, d'ailleurs vous avez les derniers débats, la hauteur où Macron a mis, les dossiers, la gestion de dossiers, qui aujourd'hui parmi les prétendants ont la compréhension des aspects sécuritaires de ces pays, comment ça fonctionne exactement. Les interactions entre RDC et la partie est du pays, CIRGL, SADC, COMESA et tout ça fonctionne comment? Ça fonctionne exactement comment? Et les grands projets dans le cadre des APE, ça fonctionne exactement comment? Les interactions par rapport aux couloirs et ce qu'on appelle les corridors de développement, ça fonctionne comment? Les grands projets qui sont financés à l'extérieur, ça fonctionne comment? Les dispositifs en ce qui concerne la possibilité d'avoir des centres de recherche appliquées fondamentales dans les universités pour permettre à ce qu'on puisse booster notre pays, ça fonctionne comment? Qui peut vous le dire? D'abord la compétence. Il a mis la barre sur la compétence. Toute sa démarche était sur la compétence d'abord. Et puis les discours très apaisés, des conciliations des positions. Il dit la France doit se réconcilier avec elle-même. Tous les enfants français, qu'ils soient d'obédience musulmane ou autres, ils sont d'abord français. Par conséquent, on doit les protéger de la même façon. Il n'y a pas de partition. C'est ce discours-là qui a marché. Donc la RDC a besoin d'avoir ce type de démarche. Compétence, rajeunissement et capacité de pouvoir gérer. Mais donc, tous ces prétendants ont-ils la capacité de gérer ce pays qui est complexe, qui est très très difficile, sécuritaire, économique, et projection sur notre espace naturel qui est l'Afrique d'abord, nous sommes un géant africain. Et pour être les vrais géants africains, où est-ce qu'on en est avec l'environnement, avec l'énergie propre? On en est où exactement? Quels sont les grands projets qui peuvent fédérer tout? Tous ces éléments-là doivent sortir de la bouche d'un prétendant chef de l'État, candidat chef de l'État. Or, pour l'instant, vous ne parlez que du folklore. Il a l'argent, il a donné à telle personne, il a fait ceci, tout ça. On peut pas tirer aussi une leçon d'alternance? Bien entendu. C'est pour ça que les élections sont lancées. Parce qu'on est dans les processus électoraux, pour l'instant, c'est pour l'alternance, bien entendu. Mais l'alternance veut dire changement. Parce que moi, je prétends que je dois être chef de l'État, j'ai déjà décidé à la place des Congolais. Non. Quelle arrogance. Les Congolais décideront, en âme et conscience, qui voteront en regard des éléments qu'on mettra à sa disposition. Après tous les mensonges qu'on a vécus. Et ce qui est pire, c'est quoi? Les gens qui ont géré pendant 10 ans ou 15 ans des municipalités, des provinces, avec ce qu'on sait, qu'on est en train de voir actuellement. Vous avez vu ce qui se passe dans l'espace Katanga? Il y a 2 gouverneurs qui sont tombés. Mais gestion, gouverneur MP. Bien sûr. Est-ce que je dis le contraire? Je dis oui. Donc les lions s'entretuent maintenant. Mais non, ça n'a rien à voir. Les respects des règles. Les respects des règles, monsieur Alain. Les respects des règles. Vous êtes ressaisi alors, parce qu'il y a eu beaucoup des gouverneurs qui se sont méconduits, mais la majorité a fermé les yeux? Et je pense qu'il y a énormément de choses à réformer dans ce qu'on a fait. La loi de 2008, qui donnait le pouvoir absolu aux gouverneurs, doit être modifiée et réformée. Les gouverneurs de cette République, au fait, qui sont ici en RDC, sont des demi-dieux là où ils se trouvent. Des demi-dieux. Ils ont autorité sur tout. Vous savez qu'un gouverneur est plus puissant chez lui que le chef de l'État sur la République, en termes sur le plan financier. Les chefs de l'État dépendent de la chaîne de dépenses, pas les gouverneurs. Ils signent seuls, il érige des taxes seul, il les prend seul, il les recèle, il les consomme seul, il ne doit rien à personne. Voilà la preuve aujourd'hui. Et la plupart des assemblées provinciales ont été tellement médiocres qu'ils n'ont pas pu résister. Et on les saupoudrait, vous connaissez les principes des motions achetées, tout ça, on les saupoudrait, ils ont vécu jusqu'aujourd'hui de cette façon-là. Et je pense que ces changements, dans l'avenir, la loi de 2008, vous m'entendez très bien, la loi de 2008, il faut la réformer. On doit avoir un gouverneur qui fonctionne, pas un gouverneur qui est à part, et un gouvernement qui est juste... Ce sera votre dernier mot, Maître Manjolo, Guillaume. Oui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de cette opportunité et de cette discussion que j'ai beaucoup appréciée. Vous pensez que vous avez convaincu l'opinion? Non, je laisse l'opinion d'avoir sa propre opinion en fait. Okay. Je ne m'autorise pas, je n'ai pas des prétentions de cette nature-là. Je laisse ça aux autres, ceux qui ont l'autorité des droits divins. Moi, je ne l'ai pas. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir.